to the west was so long, and my eyes stared the setting sun. Bon, on se retrouve. Alors, on se retrouve avec trois amis, mais c'est à peu près à chaque fois des amis. Donc, je vais commencer avec. J'ai regardé les dates pour pour être tout à fait honnête. Mon plus vieil ami, c'est Yann Chabert. Alors, quoi dire de lui déjà? C'est qu'on se connaît depuis très très longtemps. Dans une autre vie, quand j'étais équipementier, on a bossé ensemble. Et puis, on s'est connus même avant de bosser. On s'est retrouvés, d'ailleurs, on en reparlera, à un Val d'Isère où on a un peu sympathisé. Donc, Yann Chabert, il est président de FCA pour la Belgique, la Hollande et le Luxembourg. Et puis, une des grandes qualités, à part que c'est un vrai ami, un vrai ami, et enfin, il y a pas des faux amis. Et il a cette qualité que quand je discute avec lui, j'ai l'impression d'être intelligent. Donc, c'est quand même un gros effort de sa part. Et j'ai l'impression d'être brillant. Mon deuxième ami, dans l'ordre chronologique, c'est Benjamin, qui travaille chez Peugeot. Alors, je ne connais pas exactement son poste, mais il fait des gros calculs pour savoir où est-ce qu'ils vont fabriquer et quelle quantité de véhicules dans le monde entier. Et puis, c'est un fan d'auto, de moto et un ami de caisse. Et puis, le dernier, non le moindre, Hervé Collignon, président de Subaru et SsangYong France, que j'ai connu quand quand il était chez Suzuki, je travaillais chez Suzuki, et puis qui est un névropathe, parce que j'aime bien utiliser ce terme-là, c'est-à-dire qu'il aime bien les voitures anglaises, il aime bien tout, en fait, voilà, c'est comme, voilà, c'est une vraie qualité. Et donc, on se retrouvait, on n'a jamais travaillé pur ensemble, en fait, parce que c'était avec un de ses collègues que je travaillais, mais on a gardé le contact avec le temps. Et puis, donc c'est que des gens que je connais au moins depuis 15 ans. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Donc, je vous remercie d'être là, déjà, la première chose. Et par quoi je vais commencer? Je vais rebondir sur Val d'Isère. Je vais commencer avec Yann, parce qu'on s'est découvert à Val d'Isère. Et on se disait, mais je pense que Hervé connaît aussi et a pratiqué Val d'Isère. Et on se disait que c'était quand même un bel événement et un bon moment de convivialité. Et donc voilà, je vais laisser Yann en parler mieux que moi parce qu'il l'a fait plusieurs années. Et puis de l'autre côté moi j'y allais qu'une ou deux journées pour faire la retape, pour vendre mes intérieurs cuir et mes séries limitées. Mais lui, il était de l'autre côté, il était entre guillemets exposant quand il était chez Jeep. Et je pense que c'est des beaux souvenirs. Oui, Val d'Isère, à mon avis, il y a quand même pas mal de gens qui malheureusement ne connaissent plus, puisque c'est un salon qui, à ma connaissance, n'existe plus. Moi, j'ai fait Val d'Isère, j'ai fait de 2001 à 2004, donc ça nous rajeunit pas malheureusement. C'était pour moi un salon, alors ce qu'on appelait le salon du 4x4. Ça se passait l'été à Val d'Isère et c'était un salon qui était pour animer un petit peu la station. Et qui avait la particularité où en fait il y avait une zone d'exposition quand on arrive de Bourg-Saint-Maurice, vraiment à l'entrée du village. Et puis surtout, ce qui était vraiment exceptionnel dans ce salon, c'est qu'il y avait, on pouvait monter à l'espace Kili, donc à plus de 3000 mètres. Et là, on pouvait faire du 4x4 dans un espace open nature, des paysages de fou. Et ça permettait vraiment pour toutes les marques à l'époque qui étaient présentes, de démontrer les capacités techniques des véhicules. Et en général, c'était une piste assez technique et les démonstrateurs n'avaient pas besoin d'aller à l'extrême puisque il y avait quand même des inclinaisons qui, pour le commun des mortels, impressionnaient dès le début. Donc, c'était vraiment un salon ça durait 10 jours, je crois. C'était tout début août. C'était à l'époque, je me souviens, c'était Raphaël Audouy qui s'en occupait. C'était son père qui avait lancé le salon, qui avait repris derrière. Et puis, c'était un salon de plein air, donc ça avait vraiment quelque chose d'atypique. C'est-à-dire que je me souviens, le matin, on commençait à 9h, il y avait peu de visiteurs et ça venait petit à petit et les gens montaient et on avait le flux qui redescendait. Et il y avait vraiment une ambiance d'été. C'est-à-dire qu'à la fin du salon, le salon, je crois, fermait vers 18h. On avait tous les pilotes qui redescendaient. Et puis, en fait, on attaquait, la deuxième ville, Val d'Isère, qui était,
je dirais, la nuit, qui était, pour ceux qui ont fait Val d'Isère, qui était aussi importante que la journée, hein, puisque c'était 10 jours, mais c'était 10 jours non-stop, où on finissait, je dirais, en général, tous les matins vers 3-4 heures du matin, voire 5 heures. Je me souviens que moi, la première fois que j'ai fait Val d'Isère, le premier soir, on a fait une nuit blanche, hein, c'est-à-dire le lendemain, on était à 8 heures sur le stand. Et il y avait un des endroits mythiques où tous les gens se réunissaient. C'était ce qu'on appelait le club 21, qui était géré par Minet, qui était aussi pendant toute la journée sur l'espace 4x4 en train de prendre des vidéos, des photos, et qui faisait, je dirais, pendant toute la nuit, qui faisait des rediffs. Et il y avait vraiment une ambiance bon enfant. C'est clair qu'à l'époque, je dirais, il y avait quand même une certaine consommation d'alcool la nuit. Mais je dirais qu'on sortait quand même de ces 10 jours du salon bien parce que, on avait des visiteurs, on vendait des voitures à l'époque. Et c'était vraiment un cas exceptionnel. Mais moi, je me souviens que quand même, chaque année, je descendais, j'arrivais à Bourg-Saint-Maurice et j'étais obligé de m'arrêter, de faire une sieste de 2 heures parce que au bout de 10 jours, on n'en pouvait plus, quoi. C'était vraiment l'enfer. Mais c'était, je pense, un événement atypique dans un environnement automobile qui, aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez d'autres salons comme ça n'existe plus, quoi. Et je pense que c'est dommage. Parce que je pense qu'après, je vous parlerai plus tard, il y a des pistes d'essai en 4x4 mythiques, mais je dirais un salon familial où les gens venaient en été, on voyait, et les gens étaient hyper accueillants, les visiteurs étaient super sympas et ça se passait tout en douceur. Et du coup, je vois Hervé qui opine du bonnet. Je pense que avant que je te parle d'une autre anecdote, mais tu vois, c'est pas dans le fil conducteur, mais la question est pas là. Tu l'as fait aussi, tu ressens la même chose à l'époque des footballeurs. Bien sûr, oui, je l'ai fait aussi. Puis j'attendais le 21, quoi, parce que c'était quand même une emblématique de Val d'Isère. Mais c'est vrai que c'était une époque. Moi, je suis très heureux d'avoir connu cette époque, mais on peut malheureusement dire aujourd'hui que c'était une autre époque. Voilà. Mais c'était formidable. C'était un rendez-vous convivial, détendu, d'été. Enfin voilà, et on a plein de bons souvenirs de l'époque, quoi. Bon, et donc comme on parle d'une autre époque. Hervé, comme je te tiens, tu nous parles de l'époque où on vient d'avoir son permis et qu'on fait des conneries? Ouais, non mais moi véritablement, je fais vraiment ce métier par passion. Je suis passionné, je suis même dépendant des voitures et j'ai aujourd'hui la chance de faire exactement ce que je voulais faire quand j'étais un peu plus jeune et étudiant. Et oui, le fait est, donc bon, l'anecdote, pour vous dire à quel point j'étais dans cet état d'esprit-là, c'est que j'ai eu mon permis de conduire un jeudi. Et le samedi suivant, j'ai piqué la R5 de ma mère et je suis allé m'inscrire à l'école de pilotage en Formule Ford à Montlhéry. Donc voilà, donc je suis monté à Montlhéry, je suis allé voir, et à l'époque, le patron de l'école, il s'appelait Jean Messaoudi, donc alors il m'explique comment ça se passait, les stages, etc. Donc j'avais travaillé, j'avais économisé un petit peu d'argent, et ok, pas de problème, je t'inscris. Et donc on va dans son bureau qui était une sorte d'Algeco. Et puis, il était en train de commencer à remplir le formulaire d'inscription, puis il me demande mon permis. Donc, moi, très logiquement, je lui tends ma feuille rose, puisqu'à l'époque, c'est une feuille rose. Et là, je le vois, il prend ma feuille rose, il me dit, mais t'as eu ton permis quand, toi? J'ai dit, jeudi. Il me dit, t'as eu ton permis jeudi et tu viens t'inscrire aujourd'hui? Il me dit, mais tu sors d'où? C'est pas possible. Donc, voilà, donc c'est l'anecdote. Donc, je me suis inscrit comme ça. Et puis la deuxième anecdote, c'est que ce même samedi, en rentrant chez mes parents qui étaient dans les Yvelines, j'ai déjanté dans un rond-point, évidemment, avec la R5 de ma mère, parce que ça y était, j'étais inscrit en Formule Ford, donc j'étais déjà pilote. Donc voilà. C'était aussi une autre époque, ça. Ouais, c'était une autre époque. Mais tu vois, là moi, j'ai basculé sur Benjamin. C'est quand on parle d'une autre époque aussi, c'est quand on circulait, on pouvait circuler et rouler un peu vite ou en tout cas rentrer par les départementales. Et parce que il va expliquer pourquoi je viens sur les départementales et sous la pluie, sur les trucs à la con.
c'est quand il est allé, parce que pareil, quoi, on a un peu les mêmes névros, c'est-à-dire qu'on va acheter des voitures improbables au cul du monde. Enfin, en tout cas, au cul du monde, encore raisonnablement en Europe. Et donc, il y a déjà pas mal de temps, il était allé acheter une M5 28 pour ceux qui nous suivent, et puis vous voyez ce que c'est, en Italie. Donc, raconte-nous un peu ta petite balade en Italie pour aller acheter cette chiotte. Ah oui, j'avais très envie d'une BMW M5 E28, donc les premières, et j'en voulais une de préférence assez discrète, puisqu'à l'époque, elle pouvait être vendue avec le kit carrosserie, avec les bas de caisse en plastique, les gros boucliers en plastique, ou bien sans le kit carrosserie, c'est-à-dire avec les pare-chocs chromés de la série 5 classique. Et j'en avais trouvé une comme ça en Italie, pas loin de Venise, à Vicenza, à 70 km de Venise. J'échange avec le vendeur, et alors c'est rigolo parce elle avait pas les sigles M5, elle avait les jantes de base avec les pneus TRX, elle avait même un sigle 528i derrière, et alors le comble, c'est qu'elle était montée au GPL. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en Italie, pour rentrer en voiture dans le centre historique de Rome, il fallait déjà à l'époque, en 2004, il fallait avoir une voiture propre. Donc, il avait fait monter la M5 au GPL pour avoir des papiers voiture propre, mais il ne l'avait jamais fait fonctionner au GPL. Et donc, on se met d'accord, elle était très belle, elle avait 91 000 km d'origine, et je prends un train de nuit, donc le train qui va à Venise, le train couchette, pour arriver à, je sais plus, 7h30 du matin, je crois, à Vicenza. Que j'avais pas très bien dormi, j'étais un peu loin de Paris, et puis le vendeur était pas à la gare, donc j'ai eu quelques moments de solitude, mais finalement il est arrivé, très gentil, il m'a emmené voir la voiture, elle correspondait à ce qu'il avait écrit, elle était très belle, elle avait un petit POC à l'arrière, une petite vigne sur une aile, mais elle avait que 91 000 km d'origine, il y avait presque tous les papiers, le moteur était magnifique, elle marchait bien. Et ça valait 7 000 euros d'ailleurs, je m'en souviens. Quand on voit qu'aujourd'hui, la cote LVA, c'est 48 000 euros. Bon, c'était il y a 15 ans, mais ça a bien bougé. Et donc, je rentre et puis j'essaye un peu la voiture sans vouloir trop la brusquer, mais c'était quand même une voiture très performante. Et en Italie, ça roulait assez vite. Donc, il faut passer à côté de Milan, pas loin de Turin. Il faut prendre le tunnel du Mont Blanc et arriver en France. J'avais pas envie de prendre l'autoroute parce que c'était pas amusant. J'avais envie de la prendre en main. J'avais toute la journée devant moi puisque j'avais dû quitter le vendeur aux alentours des 10-11 heures du matin. J'étais pas pressé, personne m'attendait. Et donc j'enquille les nationales. Sauf que dans les Alpes, il faisait pas beau, donc je me suis fait quelques frayeurs parce que les pneus étaient en bon état, mais ils étaient quand même très très vieux. Et puis alors oui, la mauvaise surprise, c'est qu'à un moment sur le bas-côté, il y avait un monsieur d'une 50aine d'années qui avait l'air de venir des pays de l'Est et qui faisait signe. Donc je me dis bah tiens, ça va me faire un peu de compagnie. Je m'arrête et le monsieur me dit je suis en panne d'essence avec ma voiture, est-ce que vous pouvez me déposer? Ok, je vais vous emmener à la prochaine station. Et puis en chemin, il finit par m'expliquer qu'il a plutôt besoin d'argent. Il commence à être un peu insistant. Il finit carrément par sortir une espèce de chevalière de sa poche et il veut que je lui achète sa chevalière. Donc le ton monte un peu dans la voiture. Bon, moi, j'étais un peu fatigué, j'étais tout seul en pleine campagne. Et je finis par réaliser, parce que ça dure, ça doit durer un petit quart d'heure cette histoire, qu'en fait, dans le vide-poche, devant lui, il a mon portefeuille avec un peu de liquide, mes papiers, ma carte bleue, etc. Et qu'il a les deux mains posées sur les genoux à quelques centimètres de mes biens, quoi. Et que si je perds ça, je suis un peu embêté quand même. Et puis finalement, le ton montant encore un peu, mais ça reste quand même assez correct. Je finis par l'arrêter au village suivant. J'ai pas été salaud, je l'ai pas posé sur le bord de la route, je l'ai arrêté à côté d'un routier, je crois, pour qu'il puisse continuer sa route. Et j'ai fini le chemin jusqu'à Paris par la nationale. Et je crois de tête, donc il y a plus de 1000 km. Alors j'avais fait des pauses très rapides, hein, c'était pipi, sandwich, essence. Je crois que j'ai mis 10 heures pour rentrer de 70 km depuis Venise par les petites routes.
Il y a un truc il y a un truc qui est à préciser, c'est que là, Ben et Benjamin est assis. C'est que les mecs ont peur de rien parce que si tu veux, Ben quand il se déploie, tu mesures combien, Ben? Je crois que 1m94. Bon, 1,94, il est taillé comme ça. Donc, si tu veux, le mec, il avait quand même pas peur parce que je pense qu'il lui mettait une taloche, ça devait quand même le calmer, si tu veux. Mais il y a des mecs qui ont quand même peur de rien sur le principe. Ouais, mais je suis plutôt non violent. Et puis, si tu veux, j'étais en train de conduire. Donc, si ça dégénérait dans la voiture, c'était pas bon et je voulais pas l'abîmer. Est-ce que Ben, alors, je conclurai sur ça, je vais basculer sur autre chose. Mais Ben a quand même un problème, c'est-à-dire que moi, il y a des voitures qu'il a eues où j'ai fait plus de kilomètres avec sa voiture que lui avec la sienne. Et il a des copains qui ont fait la même chose avec les bécanes, c'est-à-dire qu'il achète des voitures, il les remet en état parfait parce qu'il aime les choses. Il n'est pas allemand, il aurait pu être allemand, il est très très carré. Et donc, il a toujours des très belles autos qui sont mises impeccables. Mais pour autant, c'est un mec qui, voilà, il aime bien la détention, l'utilisation, mais c'est surtout que ça soit carré. Donc, mais bon, donc pour basculer sur les achats, parce que là, c'était un bel exemple d'achat, je vais revenir sur Hervé. C'est que tu as fait un bel achat. Mais là, je suis sûr que tout le monde va rigoler parce qu'on va s'identifier dans ce que tu racontes. C'est-à-dire, des gens qui ont des problèmes psychologiques. Mais je vais pour te raconter ça, je vais t'en dire un petit peu plus. Je vais remonter en avant parce que l'histoire, elle commence. Bon, moi, je suis un passionné notamment de Jaguar. Et donc, il y a de ça quelques années, je me mets en quête d'acheter un coupé Jaguar XJC, pour ceux qui connaissent. Donc, je trouve un très beau coupé XJC à l'époque, bleu marine, boîte méca, etc. Bon, bref. Donc, je l'achète et dès que je l'achète, j'en parle à un copain qui me dit « Oh là là, c'est exactement la voiture que je veux, etc. » Bon, alors ça commence mal déjà. Donc, bon, et puis il était assez assistant et au bout d'un moment, je lui dis « Écoute, non, je suis désolé, moi je me suis acheté cette voiture, je la garde, mais par contre, si un jour je la vends, je t'en parle. » Bon. Et puis voilà, et puis il y a de ça quelques années, donc c'était quoi? C'était en 2010-2011. Je me mets à avoir envie d'un coupé XJS. Je me dis, c'est un peu le moment d'acheter un coupé XJS. Donc, je décide de vendre la XJC. J'appelle mon copain, je lui dis, écoute, voilà, c'est le moment, je te revends la XJC, j'ai envie de passer à autre chose. Et là où c'est intéressant, c'est que quand je lui vends la XJC, je lui dis, écoute, je te la vends, mais si un jour tu la revends, tu m'en parles, tu me le dis. Donc, la suite, vous la connaissez, c'est-à-dire que la XJC, je l'ai récupérée il n'y a pas tellement longtemps. Mais me voilà parti pour acheter une XJS. Et donc là, je vais en voir partout. Je suis allé à Reims, je suis allé à Rouen, je suis allé également dans l'Est à chaque fois pour voir des XJS qui étaient belles sur le papier, mais bon, à chaque fois, c'était pas du tout au niveau de ce que je recherchais. Et un jour, j'en trouve une en annonce qui était du côté de Grenoble. Bon, alors Grenoble, le sel, etc. Bon bref, mais qui attire mon attention parce que déjà, elle était pas très chère. Et surtout, elle était identifiée à 30 000 km. Donc, un coupé XJS V12, 30 000 km. Bon, j'appelle le propriétaire. Et donc, bon, on discute. Et le gars, évidemment, tout de suite, je lui demande, monsieur, elle a bien 30 000 km, la voiture. Il me fait, non, monsieur, elle n'a pas 30 000 km, elle a 29 280. Bon, d'accord. Déjà, ça part bien. Et j'ai dit, mais écoutez, je peux la voir, cette voiture, etc. Il me dit, oui, vous pouvez la voir. Je l'ai mise dans un garage parce qu'il faut faire régler le train avant, etc. Et tout. Donc, elle est dans un garage, vous appelez le garage et puis vous allez la voir. Bon, ça commence bien. Donc, évidemment, je me cale un rendez-vous dans le secteur, mais j'avais vraiment dans l'idée de faire l'aller-retour dans la journée pour aller voir mes concessionnaires de l'époque. Et puis, je m'étais dit, bah, tiens, j'en profitais pour aller voir la XJS. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, je cale mon agenda. Donc, l'aller-retour dans la journée en avion. Je préviens ma femme, on va dire, écoute, je rentrerai pas tard ce soir. Enfin, bref. Non, ça veut dire que tu veux dire que ta femme, elle est comme la femme de Yann Chabert. C'est que vous leur dites, mais t'inquiète pas, je vais pas finir tard. Oui, c'est un peu ça, ouais. C'est un petit peu ça. Et donc, bon, bah, évidemment, je m'arrange pour aller voir ce coupé XJS. Et là, je tombe sur une auto. Donc, alors, le type me laisse complètement la regarder, tranquille, je pouvais faire ce que je veux avec. Et pendant au moins une heure et demie, j'ai cherché le loup. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe sur cette voiture? C'est pas possible. Bon, elle était vraiment formidable. Et donc, je décide de l'acheter. Donc là, j'appelle le vendeur. Et j'essaye de le convaincre déjà sur le prix. Et puis surtout, j'avais pas de chèque de banque, j'avais rien. Donc, moi, je voulais absolument remonter avec la voiture. Donc, il fallait que j'aille rendre ma voiture de location et remonter avec. Et puis, à force de persuasion avec le vendeur, donc, il tombe d'accord pour me faire confiance. Donc, je lui ai fait un chèque, voilà, comme ça, un simple chèque. J'ai appelé mon assurance et puis, bah,
pour quelqu'un qui ne devait pas rentrer tard, je suis rentré à Paris, il devait être à peu près 3h30 du matin, quoi. Donc voilà. Pour finir sur la petite anecdote, c'est que donc je suis remonté de Grenoble avec la voiture et donc la XEJS, je la connaissais un petit peu, sauf que j'étais très très mal installé parce que moi je suis un peu moins grand que Benjamin, je dois faire à peu près 1m90 et je fais tout le chemin du retour, mais comme ça dans la XEJS, je me dis putain, qu'est-ce qu'il y a là, cette auto, il y a quand même qui va pas. Et en fait, ce que je l'ai vu le lendemain, c'est que le monsieur à qui je l'ai acheté était pas très grand et il avait mis des cales comme ça sur le siège et donc j'étais super mal installé pour remonter. Donc, voilà. Et c'est une auto, bien sûr, que j'ai encore. Et pour la petite histoire, le fameux copain à qui j'avais vendu la XEJC m'a appelé il y a 2-3 ans pour me dire qu'il voulait s'en séparer. Donc, voilà. Donc, j'ai récupéré aussi ma XEJC que j'ai échangée à l'époque contre une moto que j'avais été achetée à Jersey. Enfin bon, bref. Donc, il n'y a que des histoires de. Combien la kilomètres aujourd'hui, la XEJS? La XEJS, elle a 37 000 aujourd'hui. Voilà, 37 000. Ouais, c'est un gros rouleur par rapport à toi. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire. Elle roule quand même régulièrement. Ouais, il faut. Même si là j'ai un petit souci, il faut que je l'amène chez un spécialiste parce que bon, c'est très connu sur le V12, mais il y a des petites durites qui amènent l'essence aux injecteurs qui ont tendance à devenir poreuses avec le temps. Donc elle est de 91, donc elle n'a pas de kilomètres là. Et l'autre jour, en la mettant en route pour aller faire un tour, je check un peu le capot levé et là j'ai vu une durite en fait solidifier d'essence. Donc là, je tout coupé. Non, ça brûle très très bien. Ça brûle Oui, non, mais c'est le problème. Hein. Donc voilà, donc je vais m'en occuper. Et donc, comme on est sur les véhicules très fiables, on va parler de véhicules italiens. Non, Yann, j'ai rien dit contre FCA. D'accord? Donc, ne dis rien. Mais bon, on va parler de véhicules extrêmement fiables. Nous allons parler d'une des marques les plus fiables du marché depuis plusieurs dizaines d'années multiples. Donc, on va parler d'Alfa Romeo. Et Benjamin, et donc, du coup, alors, tu vois, aime bien les voitures allemandes, donc avec la fiabilité, mais il aime bien aussi le brio italien. Donc, du coup, il avait acheté une belle Alfa GTV6. Et je te laisse continuer. Raconte-nous l'Alfa GTV6. Alors, la GTV6, c'était une voiture dont j'avais envie et je m'étais bien documenté. J'avais eu beaucoup d'essais et j'avais décidé d'essayer de faire les choses correctement. Et donc, j'en avais trouvé une qui semblait très intéressante, qui était pas loin. Elle était à Maison Lafitte. Et donc, je m'étais fait accompagner pour aller la voir par un copain d'un copain. Lui-même aimait beaucoup les GTV6. On avait eu plusieurs et donc était un peu le connaisseur, voire le spécialiste de la GTV6. Je t'interromps, ce qui est quand même dangereux parce qu'en général, normalement, le vrai bon copain, c'est celui qui t'accompagne pour te dire faut pas acheter. Il ne faut jamais venir avec le copain qui aime bien la caisse que truc parce qu'en fait, il va te faire acheter la merguez que lui n'aurait pas acheté, mais en se disant de toute façon, c'est pas grave, c'est toi qui vas l'acheter, qui va t'emmerder avec. Mais je suis dur. Écoute, là, on est allé voir la voiture et c'était un vendeur d'un certain niveau qui avait un très bel appartement à Maison Lafitte, qui avait l'air bien établi dans la vie, qui la vendait parce que il avait acheté une autre voiture très belle mais plus récente. Et la GTV6, il l'avait depuis très longtemps. Il avait un dossier d'entretien énorme. J'ai jamais vu un dossier épais comme ça. Je pense qu'il devait faire peut-être pas loin de 10 cm d'épaisseur. Tu n'avais jamais acheté d'italienne avant, c'est ça que tu veux dire? Si, une, mais pas dans les mêmes conditions. Et donc, on va voir la voiture et la voiture est superbe. Elle est superbe en carrosserie, il n'y a pas un point de roue, il n'y a pas une bosse, elle présentait vraiment très très bien, complètement d'origine, les jantes, le volant, très belle voiture, exactement comme je la voulais, une série 2, avec les appuis-têtes intégrés au siège et puis ajouré avec le petit filet là, dans les appuis-têtes. Et moi, très joli. Et la voiture avait 78 000 km d'origine. Le monsieur était hyper méticuleux. Je me souviens qu'il avait installé dans le coffre de la voiture un ensemble, je ne sais plus comment ça s'appelle, de bacs de rangement qui permettaient d'avoir dans la voiture en permanence et sans les faire balader dans le coffre, le nettoyant jante, le nettoyant vitre, le nettoyant tissu, la peau de chamois. Enfin, il y avait
une demi-douzaine de rangements, tous bien remplis. L'auto était vraiment super. Le monsieur avait presque la larme à l'œil en la vendant et ça avait l'air honnête. Donc j'achète la voiture et je rentre à Paris. Et sur le chemin du retour, sur le périphérique, à un moment donné, la pédale d'embrayage reste au plancher. Et donc, c'était un peu compliqué de passer les vitesses. Mais bon, j'arrive quand même à rentrer avec la voiture. Et puis, donc, forcément, je fais réparer. Et alors, c'était un doigt, une pièce métallique, une espèce de fourchette, entre la commande et la boîte. Une fourchette qui rentre dans la boîte. Donc, c'était un peu compliqué. Il fallait poser la boîte pour changer ça. Enfin, et puis, je prends bien soin de la voiture. Je lui mets des bonnes huiles. Je la fais bien chauffer. Je roule en l'écoutant, mais sans trop forcer. J'étais un peu déçu d'ailleurs parce que la voiture marche bien, mais finalement, elle est assez lourde. Donc, c'est vraiment plus une GT. C'est un peu une grosse GTI. C'est pas vraiment une sportive. Et puis, ça freine quasiment pas. Et puis, quelques semaines après, eh bien, la distribution commence à faire du bruit. Donc, il faut faire la distribution. Et puis, bon, des petites bricoles, j'ai une vitre qui descend plus, enfin, bon, des petites joies. Mais ça, on m'avait prévenu. La fiabilité allemande. Voilà, mais ça je dois dire que ça… Japonaise, parce que moi, j'ai un grand respect pour la qualité japonaise. Voilà. Pardon. Ouais, mais ça, je pardonnais. Ça, j'étais prévenu, je m'attendais un peu à ça. Mais bon. Un acheteur d'Alfa Romeo, il pardonne tout. Il tombe en panne tous les jours, mais c'est voilà, el cuore sportivo. Et j'ai eu une Maserati biturbo, hein, donc je peux en parler. Hein. Oh là là, non, mais j'ai coupé ta transmission parce que de toute façon, je te rappelle, tu regarderas l'épisode 3 d'Apéro Auto parce qu'il y a mon camarade qui a la Carif qui raconte ses déboires avec sa Carif. Je vais te le présenter. En plus, pareil, c'est aussi un barbu comme toi, on est dans la merde. Bon, Ben, excuse-moi, je t'ai coupé. Alors, et puis finalement, alors j'ai pas beaucoup roulé avec, hein, mais bon, je l'utilisais de temps en temps le week-end. Et finalement, quelques semaines plus tard, elle m'a fait un joint de culasse. Oh. Donc là, et évidemment, moteur en V, il faut faire les deux. Donc là, ça faisait beaucoup quand même. Tout ça en moins de 6 mois. Hein. Et donc, j'ai décidé de m'en séparer. Et alors, le truc rigolo, c'est que j'ai trouvé un garage en Normandie qui me l'a racheté. Il faisait un échange contre une AX GT. Là, j'étais un peu énervé. Je voulais quelque chose de récent, de fiable. Et bref, je suis allé en Normandie et je me souviens que le garage, pour me la reprendre, il était terrorisé par la rouille. Donc, il a fait le tour de la voiture. Il a vu qu'il n'y avait pas de rouille. Il était rassuré. Il a vu le dossier d'entretien. Il est monté dans la voiture. Il a démarré. Il a mis la première. Il a dû faire 10 mètres en marche avant. Il a mis la marche arrière. Il a positionné la voiture. Il n'a pas vu qu'en fait, elle fumait un peu. Parce que j'avais pas fait faire les joints de culasse. Et il a racheté la voiture. Et 5 ans après, j'ai eu un coup de téléphone d'un monsieur qui me dit je suis intéressé par cette voiture qui est vendue par ce garage. Donc, le garage en était toujours propriétaire. Il n'avait pas changé la carte grise. J'ai retrouvé vos coordonnées. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette voiture? Et j'ai compris qu'en fait, le garage avait continué à l'utiliser régulièrement, mais il n'avait pas fait le joint de culasse. Et ils étaient à vendre au monsieur en l'état. Et donc, moi, pour rebondir, après, je vais parler d'autre chose, mais imaginez Benjamin Varey, 1m94, plutôt moins en ce moment parce que c'est un grand sportif, 100 kilos, dans une AX GT. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un homme avec un sac à dos. C'est un peu ça. Ouais. C'était sympa, la AX GT. C'était très vivant, c'était une petite voiture très légère. Bon, il n'y avait pas de carrosserie, hein, ça tremblait de partout. Tu avais l'impression que les portières allaient s'envoler à 160. Mais c'était une petite voiture qui avait moi, j'avais une version carbu. Ça avait l'agnac. C'était léger, c'était très sympa. C'était un joli petit jouet. C'était l'époque des doubles carburations, non? C'est ça? Oui, carburateur double corps. Ouais, c'est un carburateur. Dans une GT, c'est un carburateur double corps, je crois. Ouais. Il me semble bien, ouais. Bon, alors, du coup, on a rêvé grâce à Alfa Romeo. Et donc, mais moi, je vais me rapprocher de moi. Ce qui me fait personnellement rêver, c'est parce que quand Yann me l'a raconté, en quelques mots, on n'avait pas le temps, mais les mots qu'il a racontés m'ont fait un peu vibrer parce que c'est une des choses que j'ai pas faites et que je rêve de faire, c'est-à-dire d'aller dans l'Ouest américain.
Et je rebondis sur ça, sur ce dont on parlait. Donc, j'ai juste dire Rubicon Trail. Ouais. Et, tu nous racontes un peu ça. C'est clair que, bon, déjà, quelques mots, parce que Alfa Romeo, ça reste pour moi une marque de cœur. C'est la première marque sur laquelle j'ai travaillé. Ah ouais, super. Donc, quand j'ai commencé, j'étais assistant commercial chez Alfa Romeo. Donc, c'est clair que c'est une marque qui fait écho dans mon cœur. J'ai une deuxième marque de cœur, parce que je travaillais un peu plus de 10 ans pour la marque Jeep. Et c'est clair que je me souviens quand j'ai commencé chez Jeep, la première année, on avait un programme client qui était assez fourni, parce qu'on avait une école de conduite 4x4, on faisait des week-ends avec des clients et entre autres dans ce qu'on appelait des Jeep Tours. Cette année-là, on proposait de faire ce qu'on appelle le Rubicon Trail. Alors, le Rubicon Trail, ça ne dit pas forcément grand-chose. C'est un peu, si on doit comparer ça, c'est un peu le Nürburgring pour les véhicules off-road. C'est une piste qui est à peu près de 35 km aux États-Unis, près du lac Tahoe, dans le Nevada. Et mais c'est 35 km de cailloux. C'est-à-dire que vous faites 2 jours de 4x4, vous avez fait à peine 2 km, quoi. Donc, je me souviens, c'était en juillet. Ma femme venait d'accoucher. J'avais prévu qu'elle accouche plus tôt, et puis ça tardait. Et elle accouche, et j'étais à 5 jours de devoir partir. Donc, j'étais quand même pris entre, je dirais, mon nouveau devoir de père et quand même ce trip qui était quand même fou. Enfin, j'ai eu la bénédiction de Dieu, et donc je suis parti. Et c'était aussi pour moi une des premières fois que j'allais aux US. Donc, aux US, il y a ce côté un petit peu plus grand que grand, quoi. On arrive à l'aéroport, on est 2 dans le couloir. Le couloir, il fait 5 mètres de large, quoi. C'est 10 mètres de large. Et la particularité de cette piste, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Jeep, mais dans la gamme Jeep, vous avez certaines versions qu'on dit qui sont plus spécialisées off-road, ce qu'on appelle les Rubicon. Par exemple, vous avez une Wrangler Rubicon, donc qui ont des capacités 4x4 encore plus développées que la gamme. Et vous avez aussi ce qu'on appelle un label qui s'appelle Trail Rated, qui est en fait, pour avoir ce label, les véhicules doivent faire cette piste. Donc, c'est vraiment une piste d'essai pour la marque. Et les véhicules qui passent le test de cette piste donc bénéficient de ce label. Et ce qui est extraordinaire, c'est le mix entre, je dirais, l'inexpérience, parce que on se retrouve dans des situations de folie en termes de chevauchement de cailloux. Et vous avez des Américains qui vous guident, donc qui vous disent un peu à droite, un peu à gauche. Donc, vous placez exactement les roues où il faut les mettre, et ça passe. Et le gars, donc, on a suivi exactement ce qu'il nous a dit, parce qu'autrement, on n'avancerait pas de 10 mètres. Et le gars, il est là, il vous dit « Well done, good job, vous êtes superbe ». Et vous faites ça pendant 2 jours, en fait. Et vous vous retrouvez à la fin du premier jour, vous êtes au milieu de nulle part, dans un camp. Le camp est ravitaillé par hélicoptère. C'est vraiment… donc, vous êtes dans les vieux Far West, en pleine nature, et ravitaillé en hélicoptère. Vous demandez une entrecôte, le gars, il vous apporte un bœuf. Et c'est des clichés vraiment extraordinaires. Et après 2 jours, enfin, c'est 1 journée et demie en fait de 4x4, vous êtes rincé, quoi, parce que c'est un niveau de concentration pour progresser. Et ce qui est extraordinaire, c'est que sur cette voiture, en plus, vous savez, elle est totalement décapotable. Vous pouvez rabattre le pare-brise et vous êtes en pleine nature. Il n'y a pas de porte. C'est top, quoi. Et c'est vraiment une expérience. Vous avez la possibilité de le faire. Il y a des organismes de tourisme qui organisent ça. Et c'est topissime, quoi. Vous êtes tout près du lac Tahoe, donc vous pouvez faire toutes les activités nautiques et vous partez 1 journée et demie à faire du 4x4 comme
jamais, je pense, on le fera. Il y a 2 pistes célèbres. Hein, il y a le Rubicon qui est historique, et puis vous avez le Moab aussi, qui est là, vous savez, les gros rochers rouges, ocre, que j'ai pas eu encore l'occasion de faire, que j'espère que je vais pouvoir faire bientôt, mais c'était une expérience de fou. J'en ai fait avec les marques 4x4, je pense, avec l'expérience que vous avez eue avec Suzuki aussi, on fait des trucs topissimes, on visite des pays, c'est des expériences, je veux dire, on a tous fait des lancements presse, invité des journalistes dans des endroits sublimes, travailler pour une marque 4x4, il y a une touche, il y a ce qu'on appelle le cherry on the cake. Moi, j'ai fait aussi, par exemple, tout l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana et tout. Pour Jeep, c'était des expériences de fou parce qu'en fait, on sort des routes. Et là, on est sur… Il n'y a plus de limite, quoi. Et c'est vraiment… c'est ça qui crée, je pense, une relation vraiment particulière entre les clients et la marque. Parce que il n'y a plus de limite. Et ça, c'est une de mes plus belles expériences que j'ai eues. Ça fait rêver, François. Ouais, non, ce que je vais te dire, c'est que, donc, du coup, quand tu arrêteras de faire le guignol chez FCA, tu ouvres une agence de voyage parce que c'est bien vendu. Hein. Moi, là, tu m'as vendu une Jeep plus le voyage. Il faut que je fasse des économies. Mais tu m'as bien vendu. Là, je peux te dire que, sincèrement, Hervé, qu'est-ce que tu en penses? Ah, complètement, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que mais tu as raison, l'univers du 4x4, c'est un univers de passion, hein, de passionnés, et tu prends une dimension différente avec des paysages, des choses, et puis voilà, donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Et c'est toutes ces marques-là, c'est des marques qui se travaillent un petit peu de façon, je dirais, décontractée. Ouais. On travaille, bien entendu, sérieusement, mais sans trop se prendre au sérieux. Ouais, c'est tout à fait ça. Non, et c'est vrai que moi, je travaille pour des marques plus classiques. Hein. Les lancements de produits ou les événements qu'on peut faire pour les marques. À un moment, on se retrouve sur une route. Et c'est vrai que des marques comme Suzuki, Toyota ou Jeep, on arrive à aller dans des territoires qui sont inexplorés et qui donnent vraiment une expérience unique. Et si tu savais ce qu'on peut faire avec un Subaru Forester. Ah oui. Tu avais fait des trucs en Europe du Nord avec le Forest, où vous avez fait des choses aussi parce que c'est aussi souvent, je sais plus, c'est Nico qui allait faire un truc où vous avez fait un truc qui était sympa en Europe du Nord, je sais plus où c'était. Nous, on a fait des trucs en Laponie, avec le Laponie Ice Driving, etc., où là, il a des WRX STI, lui, sur circuit sur glace, quoi. Mais vous étiez baladé en Lettonie, etc. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et pareil, dans des endroits où, en effet, tu es dans la forêt, dans des choses où c'est pas le truc habituel. Et après, là où je rejoins Yann, c'est que dès lors que tu mets ces voitures, quelles qu'elles soient, dans les mains d'instructeurs, ou lorsque tu écoutes véritablement les instructions qu'on te donne, tu peux faire des choses inimaginables avec, quoi. Et c'est toujours très spectaculaire. Ah, c'est très spectaculaire. Parce que, je veux dire, depuis, j'ai quand même amélioré mes techniques en franchissement, mais je veux dire, à l'époque, je suivais les instructions, donc j'étais pas capable de… Et le gars, il vous dit vraiment au centimètre près où il faut mettre. Ouais, c'est ça. Et il nous fait passer des obstacles, jamais on imaginerait. Avec ces sensations d'inclinaison qui sont toujours impressionnantes. Non, c'est… Et j'imagine des décors extraordinaires. Des décors de carte postale. Moi, c'est vrai que ce camp, moi, ça m'avait marqué parce que c'est vrai qu'on était au milieu de nulle part, donc il n'y avait pas d'électricité, tout ça, donc c'était au feu de camp. L'image avec les marshmallows, enfin le truc de fou, quoi. Et vous avez l'hélicoptère qui arrive. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe là? Et le gars, il dit, il faut manger ce soir, donc il faut qu'on soit ravitaillé. Et c'est tout le contraste. On est en pleine nature, et puis il y a le côté américain qui débarque, hélicoptère, les steaks et tout. Bon, c'est l'Amérique, quoi. Bon,
Moi, je trouve que c'est bien parce que cet épisode, on a discuté de merguez, ça c'est un peu l'habituel, de merguez allemande et italienne, pas mal. Et puis, la chose à laquelle je m'attendais pas, c'est qu'en fait, comme on sort du confinement et qu'on sait pas trop où on va partir en vacances, vous m'avez vendu des envies je pense que vous avez vendu un paquet d'envies de voyage et de promenade, quelle qu'elle soit, pour acheter des voitures ou en tout cas pour se promener, qui était vraiment sympa et ça fait du bien. Messieurs, je vous remercie beaucoup de votre venue. C'était mon introduction de départ que j'ai oublié. Donc, il y avait 2 présidents ce soir. Je vous remercie, messieurs les présidents. Non, mais je le dis sérieusement et je le dis en rigolant, mais l'un comme l'autre, je vous remercie. Vous avez des vrais boulots. Nous, on est des touristes avec Benjamin. Mais non, mais j'apprécie et je vous remercie. C'est sympa de l'avoir fait. Et je sais que c'est pas du tout parce que vous aviez envie, mais c'était juste pour être gentil avec François Bouet. Donc, ça me fait très, très plaisir. L'invitation, c'était très sympa. Très sympa.